Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les présidents, directeurs, conseillers, chers et chers collègues, cher Andrew Abbott, je suis heureux d'introduire devant vous la 37e conférence Marc Bloch. Cette conférence est un peu particulière pour deux raisons qui sont directement liées. Cette année, l'École des hautes études en sciences sociales s'est donné pour objectif de réfléchir à l'avenir des sciences sociales au prétexte du 40e anniversaire de la constitution en établissement autonome de ce qui était jusque-là la 6e section de l'École pratique des hautes études. L'année entière a donné lieu à un certain nombre d'événements scientifiques importants et cette semaine en particulier, nous avons entendu, et Andrew Abbott était parmi nous lors d'un colloque international sur le sujet, nombre d'analyses profondes de ces transformations, les transformations d'un certain nombre de champs du savoir, tant en matière de méthodes d'enquête, de renouvellement théorique, d'ambition mondiale de la compréhension de la société ou de rôle critique des sciences sociales, ou encore de leur articulation avec les sciences de la vie. À côté de ce colloque ont eu lieu les expositions sur des terrains ou sur les anciennes étudiantes de l'école, des débats avec des collègues aux quatre coins du monde, à Hong Kong, à Niamey, à Moscou, à Istanbul ou à Francfort. Une conférence aujourd'hui même sur l'ancrage des sciences sociales dans les besoins des acteurs sociaux et donc sur l'utilité des sciences sociales. Demain auront encore lieu plusieurs conférences, dont une à Marseille sur l'œuvre de notre collègue Germaine Tillon, récemment entrée au Panthéon. Ces événements nous montrent la vitalité extraordinaire des sciences sociales et nous aident, du moins je l'espère, à penser leur avenir, comme à définir les moyens que nous devons déployer pour que le HESS puisse continuer d'y jouer le rôle qu'elle y joue depuis sa création. Depuis sa création, je devrais plutôt dire depuis qu'existe le projet d'une science sociale non pas unifiée dans un paradigme unique, mais unifiée dans son intention de compréhension scientifique du monde social, dans sa profondeur historique comme dans son ampleur mondiale. Cette intention, qui naît dès le XVIIIe siècle, au croisement de l'économie politique, de la philosophie morale, de la statistique naissante, mais aussi des enquêtes administratives, des récits de voyage ou de l'érudition historique, cette ambition commence à affirmer sa scientificité au XIXe siècle pour se déployer au XXe siècle en un ensemble de disciplines dont chacune prétend à la totalité selon un mode différent, qu'il s'agisse de la philosophie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la géographie, de la linguistique, de la sociologie, de l'économie ou des sciences cognitives. Les disciplines, nées initialement, comme l'a montré Peter Weingart, de la pression exercée par la collecte des données au XVIIIe siècle, un thème qui rencontre sans doute un écho renouvelé aujourd'hui. Ces disciplines se sont définies comme sciences d'abord par des objets, puis de plus en plus par des méthodes, des formes de contrôle pédagogique, ce que l'on pourrait appeler la discipline au sens de Tartuffe, avant de désigner des cristallisations institutionnelles favorisant le développement de la science. L'ambition constitutive de l'EHESS, celle que l'on trouve dès la fondation par Marc Bloch et Lucien Febvre des Annales d'histoire économique et sociale en 1929, puis dans la naissance de la 6e section, à l'initiative de Fernand Braudel et Lucien Febvre, que l'on trouve dans la floraison de revues généralistes, thématiques ou d'aires culturelles dans les années 50, cette ambition est de maintenir la compréhension mutuelle entre ces disciplines, de faire circuler les concepts comme les méthodes, de manière à éviter la constitution de ces disciplines en tours d'ivoires académiques, fermés aux préoccupations de la société, et de manière aussi à stimuler l'imagination des chercheurs par une confrontation élargie des idées. Cette ambition a été, je crois, couronnée de nombreux succès, mais elle nous impose, pour continuer à l'être, de renouveler toujours nos questions et nos objets, de recruter pour les analyser de manière originale les collègues les mieux armés dans toutes les disciplines pertinentes et d'adapter les manières d'organiser le débat et la coopération entre eux. Vous nous avez, cher Andrew Abbott, apporté des éléments importants pour comprendre ce que l'un de vos livres appelle « Le chaos des disciplines », un livre paru en 2001 en anglais et, hélas, pas encore traduit. Le chaos des disciplines, c'est-à-dire leur prolifération
interprétable selon vous en termes de fractal, donc de théorie du chaos? Cette contribution importante à visée générale, même si elle s'appuie d'abord sur l'exemple de la sociologie, de son fractionnement postérieur à la Seconde Guerre mondiale, et de manière plus large sur les sciences sociales, dépasse la transposition du modèle économique de la division du travail. Elle cherche à montrer qu'indépendamment du contexte et des trajectoires scientifiques, locales ou générales, existe un mécanisme de différenciation disciplinaire qui est universel et fondamentalement interne au développement scientifique. J'avoue que si mon côté économiste a énormément apprécié ce livre, mon côté historien était un peu étonné tant cette théorie laisse peu de place au processus temporel par rapport aux propositions de votre Times Matter, pourtant contemporain. En revanche, l'historien en moi, et vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'historiens ici, ne peut être que séduit par la méthode plus monographique et narrative de votre autre ouvrage, paru 2 ans avant, un ouvrage si attachant sur la question de la discipline, celui qui porte sur le département de sociologie de l'Université de Chicago, Department on Discipline, 1999. Dans cet ouvrage, vous montrez simultanément l'ancrage de ce département unique dans la réalité sociale de la ville de Chicago, une ville et un campus auquel vous êtes personnellement très attaché, je crois. Vous montrez aussi l'importance du lien étroit entre le département et l'American Journal of Sociology que vous dirigez aussi. Et surtout, vous montrez comment se mêlent, se croisent et s'enrichissent une série de lignages, c'est-à-dire de traductions intellectuelles qui donnent lieu à une multiplicité de réarrangements, sans exclure parfois des clôtures, comme vis-à-vis de certaines formes de sociologie quantitative à Chicago. Ces 2 contributions majeures, à certains égards opposées et complémentaires, faisaient de vous l'invité idéal pour nous parler de l'avenir des sciences sociales. En vous invitant, nous ne souhaitions cependant pas de mener un avis d'experts des sciences sociales, mais d'abord écouter un sociologue dont l'œuvre en remaniement permanent a touché à de multiples sujets en les renouvelant, les interrogeant sous de nouveaux angles. Vous avez réussi à réunir l'esprit de finesse du lecteur de Proust et l'esprit de géométrie que vous mettez à nu quand vous introduisez en sociologie des méthodes quantitatives nouvelles ou rédigez des articles de méthode qui font date. Vos premiers travaux ont porté sur les professions. À partir d'une thèse consacrée à un hôpital psychiatrique, vous avez, dans The System of Professions, en 1988, durablement modifié l'étude des formes de développement, de certification et de concurrence des activités professionnelles, en remettant en cause la coupure nette dans la sociologie fonctionnaliste entre les professions, définies par une formation certifiée, un monopole d'exercice et un code de déontologie, et les occupations dépourvues de ces caractéristiques. Et vous êtes interrogé sur les processus par lesquels une profession venait à occuper une position reconnue dans l'espace social, par une concurrence entre spécialités et par un travail collectif de définition de ce que vous appelez une juridiction. Après ce livre fondateur, vous avez exploré de manière pionnière l'analyse algorithmique de données séquentielles, appliquée notamment aux carrières des musiciens allemands au XVIIIe siècle. Sans prétendre épuiser même les traits principaux d'une œuvre frappante par sa diversité comme par son originalité, je voudrais souligner enfin 2 livres pédagogiques, Methods of Discovery, en 2004, consacré à l'heuristique sociologique, et Digital Paper, en 2014, qui entend apporter une aide aux étudiants qui travaillent à la fois en bibliothèque et sur Internet. Je crois que ça concerne une fraction décroissante de nos étudiants pour la première partie. L'un et l'autre permettent de mieux connaître le professeur Hubbard, dont l'enseignement à la fois provoquant et généreux a attiré à Chicago les meilleurs étudiants. Je sais enfin que vous avez en chantier un livre théorique ambitieux dont nous attendons tous l'achèvement avec impatience. Avant de vous passer la parole, permettez-moi seulement de remercier mes collègues Jean-Louis Fabiani et Cyril Lemieux qui m'ont permis de mieux comprendre vos travaux, de remercier les organisateurs de cette conférence et le recteur François Veil pour l'hospitalité continuée de la Sorbonne pour cette conférence. Merci surtout à vous, Andrew Abbott, d'avoir accepté cette invitation. Cher Andrew, the floor is yours. Je vous remercie de cette introduction. Monsieur le recteur, Monsieur le Président, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'avoir été invité à donner cette conférence.
Les personnes qui m'ont précédé à cette estrade comptent parmi les noms les plus illustres des sciences sociales. Au cours de son histoire, l'école a, elle aussi, compté parmi ses membres de très grands noms qui ont fait sa renommée académique et assuré son rayonnement mondial. Si tout cela m'honore, rien n'égale le privilège d'être invité à m'exprimer sous le patronage de Marc Bloch, dont l'œuvre est un modèle d'exigence érudite et la vie tout entière une démonstration de courage, l'une et l'autre difficiles à égaler. C'est pourquoi je souhaiterais adresser mes plus vifs remerciements à mes hôtes. Pour un chercheur états-unien de ma génération, Marc Bloch, l'école, la 6e section et les annales et la galerie des noms illustres qui leur est associée revêtent un aura quasi mythique. Mais bien que je sois impressionné et même intimidé, il me faut désormais entrer en scène. Mon seul espoir est que les défis contemporains auxquels sont confrontées les sciences sociales requièrent une intervention qui pourra peut-être trouver sa place, si minime soit-elle, dans cette longue tradition intellectuelle. Il me semble que les sciences sociales connaissent un état de crise depuis une vingtaine d'années. Nos disciplines font aujourd'hui l'expérience de plusieurs transformations qui sont liées entre elles tout en instants distincts. L'occurrence simultanée de ces transformations rend le futur incertain de manière presque inquiétante. Tant de possibilités s'ouvrent à nous qu'il nous faut faire des choix judicieux, de crainte que le hasard et l'histoire nous privent de ces choix, et que l'habitus intellectuel qui nous anime disparaisse d'ici les 30 prochaines années. 4 transformations sont à l'œuvre, transformations qui, parce qu'elles se sont produites conjointement, ont créé les conditions du changement abyssal que j'évoquais. 2 d'entre elles sont conjoncturelles au sens de Braudel. La première correspond au développement d'un management néolibéral à l'université. La seconde, à l'émergence d'un modèle unique et standardisé du savoir, le modèle scientifique. La troisième transformation est, pour parler comme Braudel, d'ordre structurel. Il s'agit d'un basculement d'ampleur que nous avons vécu. L'imprimé a été presque supplanté par l'image, les symboles discursifs par les symboles immédiatement perceptibles, et la complexité de l'argumentation par des assertions schématiques. Le 4e changement est à nouveau conjoncturel, mais contrairement aux 2 premiers, il affecte les sciences sociales de l'intérieur. Je fais référence ici à la déconnexion sans cesse grandissante entre la sophistication des démarches empiriques d'une part et la simplicité et même la naïveté des raisonnements normatifs qui sous-tendent les sciences sociales d'autre part. Malheureusement, le temps qui m'est imparti fait que je dois me concentrer sur une seule de ces transformations. J'ai choisi celle sur laquelle nous pouvons avoir le plus prise, à savoir le problème interne de nos disciplines, des rapports entre nos horizons empiriques et normatifs. Cette déconnexion n'a fait que s'accroître depuis la naissance des sciences sociales. D'ailleurs, elle est devenue de plus en plus visible au fur et à mesure que le défi de mondialisation de nos disciplines se présentait à nous. En effet, cette dynamique a mis en lumière l'aspect profondément normatif que revêtent les sciences sociales dans les anciennes métropoles. Elle a également montré que la contestation de ces valeurs normatives ira en s'accroissant à mesure que les sciences sociales s'éloigneront des sociétés occidentales et libérales qui les ont vues naître. Avant d'entamer ma démonstration, je dois préciser le sens de 2 mots. Par le terme empirique, je désigne ici ce qui, dans les sciences sociales, relève du régime de la vérité ou de la fausseté. Par le terme normatif, je désigne ici ce qui, dans les sciences sociales, relève du régime du bien ou du mal. Par exemple, le nombre précis de personnes qui se trouvent sur le territoire métropolitain de la France est en principe une question empirique. Néanmoins, l'inclusion ou non dans cette population des enfants à naître ou des personnes artificiellement maintenues en vie à l'hôpital est une question normative. De même, le fait qu'un jeune homme dessine sur un mur est une observation empirique.
En revanche, dire que ce dessin relève de la délinquance juvénile, symbolise l'appartenance à un gang ou est une œuvre d'art, c'est produire des discours normatifs. Dans notre société, de nombreuses valeurs d'ordre normatif se sont tellement cristallisées et font à un moment donné l'objet de si peu de contestation que nous tendons à les considérer comme de facto empiriques. La catégorie de sexe en faisait partie et pourrait le redevenir. Les péripéties qu'a connues cette catégorie montrent néanmoins que les frontières entre le normatif et l'empirique sont sans cesse redéfinies. Ces rapports complexes entre l'empirique et le normatif sont nés avec les sciences sociales. En effet, et ce malgré leur prétention à l'universalité, les sciences sociales ont des origines assez spécifiques et par conséquent assez particulières. Elles sont une réponse intellectuelle aux problèmes posés par tout un ensemble de phénomènes sociaux qui perturbaient les sociétés européennes et nord-américaines au XIXe siècle. Afin de comprendre ces phénomènes, elles ont tenté de saisir et de mesurer la modernité, de théoriser le socialisme et le capitalisme, de concevoir des projets de réforme sociale, de réguler les marchés de plus en plus indépendants et des économies par conséquent de plus en plus instables. Ces problèmes et les différentes réponses qui leur ont été apportées sont à l'origine des sciences sociales telles que nous les connaissons aujourd'hui. À côté, la pratique de l'histoire comme discipline académique s'est, elle, progressivement formalisée en parallèle de l'émergence des sciences sociales. Vouée, elle aussi, à la recherche des fondements de la modernité, l'histoire se trouvait néanmoins fortement attachée au projet nationaliste en plein développement. Si les sciences sociales devinrent des projets politiques via leur proposition des réformes sociales, l'histoire, elle, fut au cœur des idéologies des États occidentaux. Ainsi, la puissante bourgeoisie de ces États entreprit de mettre en œuvre le genre de nation contenu implicitement dans les philosophies du contrat social qui avaient préfiguré son triomphe. Pour toutes ces raisons, les sciences sociales ont toujours été à la fois des entreprises empiriques et normatives. Les contraintes posées par le débat public national font que les débats en sciences sociales comme en histoire se sont concentrés sur des problèmes domestiques. Capital et travail, prospérité et dépression, gauche et droite, troubles sociaux et mobilité sociale, la liste est longue. Mais tous ces problèmes étaient aussi liés aux immenses empires et au commerce avec l'outre-mer. Les matières premières à bas prix et les vastes débouchés qu'ils offraient assuraient à l'Europe sa prospérité, ce qui lui a permis de financer, à peu de frais, la résolution de problèmes sociaux domestiques ou de reporter cette question à plus tard. Par conséquent, un autre corpus scientifique s'est développé à partir de ces empires et de leurs problèmes. L'anthropologie et une partie de l'histoire virent alors le jour, comme un courant distinct de la science politique qui deviendra plus tard le champ de la politique comparée. Sur le plan institutionnel, ces champs secondaires étaient souvent concentrés en dehors des universités, dans les administrations coloniales britanniques, françaises et néerlandaises, ainsi qu'au ministère de l'économie de ces pays et des autres nations coloniales. Aux États-Unis, une telle science sociale mondialisée n'est pas apparue à travers l'administration coloniale. De façon prévisible, ce sont plutôt l'immigration, l'ethnicité et l'assimilation qui en ont constitué le berceau, en réseau de l'importation de millions de travailleurs essentiels au développement économique du pays. Les sciences sociales sont donc nées du creuset de la modernité sous une forme intellectuelle bien particulière. Puisqu'elles se concentraient sur les problèmes sociaux, elles ne pouvaient que mélanger l'empirique et le normatif. Les transformations et les perturbations intérieures constituaient leur noyau intellectuel et elles étaient donc fondées sur l'hypothèse de la distinction entre affaires intérieures et affaires étrangères. Les concepts de nation et nationalisme étaient présupposés. Non seulement ces concepts étaient compatibles avec l'idée d'une distinction entre le domestique et l'international, mais ils ont rendu ces frontières encore plus étanches. Ce noyau dur des sciences sociales était entouré néanmoins par une périphérie de travaux beaucoup moins institutionnalisés.
Ce n'est que cette périphérie qui transcendait les frontières nationales et se préoccupait beaucoup moins de l'Europe et de ses problèmes immédiats que de ceux des empires et du reste du monde. Dans le monde d'aujourd'hui, par contre, ces provinces éloignées devraient peut-être constituer le noyau dur des sciences sociales. De nos jours, en effet, les personnes et les biens qui se déplacent à l'intérieur d'un monde complexe où règne une division internationale du travail. Quant aux nations entre lesquelles ces biens et ces personnes voyagent, elles sont bien plus diverses que ne l'étaient les États européens du XIXe siècle, qui se caractérisaient par leur héritage partagé des théories politiques contractualistes et de la loi romaine. Sans même considérer ces aspects normatifs, le défi empirique représenté par ce changement est considérable. Nous vivons aujourd'hui dans un monde déconcertant. Ce qu'on avait l'habitude de considérer comme des affaires intérieures, des problèmes domestiques, est désormais considéré comme relevant de l'international. C'est le cas, par exemple, de la division du travail. Parallèlement, ce qui relevait de l'international relève désormais de problèmes domestiques, comme par exemple les hiérarchies induites par l'immigration de masse. Cette inversion sur les deux plans pose des questions empiriques à la fois évidentes et centrales. Mais il y a plus urgent. Il me semble que les questions normatives qui découlent de cette inversion sont si importantes qu'elles requièrent notre attention immédiate. En effet, l'inversion de ce qui relève du domestique et de l'international questionne la priorité qui était donnée aux citoyens des empires sur les sujets des empires. Priorité d'ordre bien évidemment normative. Cette priorité qui caractérisait les empires du XIXe siècle a persisté dans l'imaginaire collectif occidental, bien après que les empires se soient effacés de nos mémoires. En outre, bien avant l'ère récente de mondialisation dans laquelle nous nous trouvons, les sciences sociales qui se développaient alors et qui s'intéressaient aux affaires intérieures subissaient déjà les conséquences de la déconnexion en leur sein entre l'aspect empirique et l'aspect normatif. C'est donc à la fois pour des raisons domestiques et internationales que nous devons faire de ce décalage entre les analyses empiriques et les analyses normatives notre préoccupation principale. Ce décalage est particulièrement frappant lorsque les chercheurs en sciences sociales se donnent pour mission d'évaluer le degré de justice du monde social. Car les critères à l'aune desquels nous évaluons la société restent eux-mêmes rarement questionnés. Aujourd'hui, je souhaite montrer que l'importante crise normative dans laquelle les sciences sociales se trouvent provient du caractère trop simpliste de l'ontologie qui sous-tend les jugements normatifs que nous émettons en tant qu'évaluateurs de la vie sociale. Les sciences sociales et nous qui en sommes les praticiens sont prisonnières de cet unique système normatif. Et en conséquence, nous sommes loin de pouvoir résoudre les problèmes normatifs posés par la modernité tout court, et encore plus loin de résoudre ceux qui posés par la modernité mondialisée. Mon argumentation aura 3 temps. Tout d'abord, je voudrais nous rappeler que toute science sociale est par principe au moins partiellement normative. Ensuite, je souhaiterais discuter en profondeur l'ontologie qui sous-tend le déploiement normatif des sciences sociales occidentales, c'est-à-dire le libéralisme contractualiste. J'étudierai ses principaux postulats, puis ses rapports avec les sciences sociales et en particulier avec les ontologies empiriques auxquelles ces disciplines font appel lorsqu'elles entendent expliquer un phénomène. Parce que ces ontologies empiriques sont bien différentes de notre ontologie normative. Ensuite, je souhaiterais m'atteler aux défis importants qui s'imposent au libéralisme contractualiste. Ces défis ont surgi au cours du XIXe siècle et la mondialisation actuelle n'a fait que renforcer leur acuité. Enfin, je conclurai par l'étude d'un problème évident. Il s'agit du fait qu'une grande partie, et peut-être d'ailleurs la majeure partie, du monde ne partage pas cette ontologie normative qui est la nôtre. Ce décalage n'est cependant pas uniquement un problème, il constitue aussi une opportunité. Mais si nous la saisissons, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous tourner vers des formes processuelles de théorie sociale. Commençons donc par le postulat selon lequel toute science sociale est par principe au moins partiellement normative.
En règle générale, cette affirmation se fonde sur un examen empirique de l'histoire des sciences sociales. Il est facile de mettre en lumière les positionnements normatifs de n'importe quel ouvrage. Les sciences sociales ont toujours écrit à partir d'un point de vue particulier, situé dans le processus social. Elles prennent alors forcément la teinte normative de ce point de vue. Mais en réalité, la normativité des sciences sociales a pourtant des causes plus générales et une origine bien plus profonde. Le processus social est en effet formé d'activités humaines et ces dernières sont, in fine, une quête de valeur. Par conséquent, l'intégralité du processus social, de sa démographie à la culture, de l'individu à la société, est un processus de valeur. Certaines de ces valeurs se sont réifiées dans des structures sociales que plus personne ne questionne, comme la classe des fonctionnaires, l'Église catholique ou la catégorie légale des délinquants des mineurs. D'autres valeurs sont, elles, communément admises comme telles, c'est-à-dire qu'il en existe d'autres valeurs évidemment concurrentes. Mais même les structures sociales les plus stables sont fondées sur des valeurs, et ces valeurs sont encore sujettes à évolution aujourd'hui, même dans ces structures sociales particulièrement stables. C'est pourquoi, même lorsque ce sont ces valeurs sociales complètement réifiées que nous étudions, nous ne pouvons pas ne pas faire appel à nos propres valeurs, du moins en partie. L'Église catholique est dans un sens une structure sociale absolument réifiée et donnée. Mais elle change toujours et personne, ni ami ni ennemi, ne peut l'étudier sans prendre de position normative à propos de ces changements, ne serait-ce qu'en les caractérisant comme des changements essentiels ou non. En dépit de la célèbre déclaration de Max Weber selon laquelle les sciences sociales peuvent être purement scientifiques, c'est-à-dire dénuées de valeur, il nous faut parvenir à l'évidence. Une telle affirmation est non seulement impossible, elle est également absurde d'un point de vue logique. Les sciences sociales sont donc inéluctablement normatives. Que pouvons-nous dire du contenu de cette normativité? On pourrait imaginer que nos sciences sociales couvrent l'éventail de ce qui est normatif en raison de leur évidente diversité, qu'elles parviennent à représenter toutes les valeurs qui existent dans le monde. Après tout, les sciences sociales doivent avoir une étourdissante variété d'ontologies du monde social. L'économie et les champs afférents sont des bastions de l'individualisme ontologique. Seuls les individus existent, les phénomènes sociaux ne sont que des apparences, et ce qui compte par-dessus tout, ce sont les choix individuels. A contrario, Durkheim et ses héritiers en sociologie se rapportent à un émergentisme social, dans lequel de larges structures sociales imprègnent ces mêmes individus et définissent des comportements moyens sur lesquels les choix individuels n'ont que peu d'impact. Quant au marxisme et aux théories du déterminisme historique qui lui sont proches, ils empruntent une troisième voie. En effet, ils perçoivent le monde comme l'aboutissement de l'action durable de grandes forces historiques qui façonnent tout ce qu'elles touchent, tant au niveau social qu'individuel. Mais dépassons cette apparente diversité des ontologies empiriques. Demandons-nous quelles sont les ontologies normatives qui sont à l'origine des jugements présents dans ces différentes disciplines. On découvre avec surprise que le même vocabulaire normatif est employé partout. Des termes reviennent comme inégalité, domination, égalité des chances, équité, inclusion, oppression, etc. Les ontologies empiriques du monde social semblent radicalement différentes, mais sous ces différences de surface, ces disciplines sont partagées le même et unique horizon normatif. Un horizon à l'aune duquel on juge si la réalité empirique est bonne ou mauvaise. Cet horizon, me semble-t-il, provient directement de l'univers normatif du libéralisme contractualiste, de l'univers de Hobbes et celui de Locke et de Rousseau, un univers qui, me semble-t-il, a soutenu les projets de nationalisme et d'impérialisme à travers lesquels les différentes sciences sociales ont émergé au XIXe siècle. En effet, l'héritage contractualiste informe profondément les sciences sociales, et ce, quelles que soient les réelles orientations politiques en présence.
Les entreprises de dénombrement et de catégorisation de la population, par exemple, ont ainsi fourni des savoirs appropriables tant par des projets de surveillance que par des projets d'inclusion sociale. De même, la volonté de concevoir l'existence de grandes forces sociales peut servir aussi bien le projet docramien qui vise à renforcer la solidarité intérieure des nations que le projet marxiste qui cherche à renverser cette solidarité. Ce n'est donc pas une marque politique spécifique qui caractérise le système normatif des sciences sociales dans les métropoles occidentales. Il s'agit plutôt de ce que l'on pourrait appeler une ontologie normative sous-jacente du social. Premièrement, une conception des êtres et des choses auxquelles on attribue une valeur. Deuxièmement, une conception des rapports entre chacun de ces êtres et chacune de ces choses. Permettez-moi donc d'analyser cette ontologie normative du libéralisme contractualiste que les sciences sociales ont en partage. L'ontologie contractualiste a divisé le monde en nations, ou pour parler comme Durkheim, en sociétés. Une nation ou société donc correspondait à une communauté d'individus égaux sur le plan politique et liés de façon implicite par un contrat social. La vie publique se caractérisait par une égalité absolue des droits et des devoirs. L'individu public ou politique était ainsi équivalent les uns aux autres, presque sans contenu propre. Mais derrière cette vie publique s'étendait la sphère privée, qui était à contrario un domaine où les différences entre les personnes étaient bien concrètes. Pour les contractualistes, les différences les plus fréquentes concernaient l'âge, les biens matériels, les talents, les ressources et la religion. Plus tard, on rajoutera peut-être le genre et la race. Les contractualistes se sont rendus que ces différences variées pourraient avoir une influence sur la vie publique et ont parfois formulé des restrictions à leur sujet. Rousseau, par exemple, a insisté sur le fait qu'aucun individu ne devait être assez riche pour être en mesure d'en acheter ou d'en vendre un autre. Mais cette sphère privée, à l'intérieur de ses propres limites, devait être régie par des lois promulguées par un corps législatif, généralement sur la base d'une constitution écrite. Les textes des contractualistes montrent clairement que leur préoccupation principale a trait aux différences de possession entre les individus. Tous présupposaient une protection légale des biens matériels, dans la mesure où la loi qui s'appliquerait à tous inclurait le concept de propriété et un corpus législatif régissant les règles de propriété. La propriété était ainsi considérée comme appartenant à la dimension universelle et publique de la société. Il en allait de même pour une courte liste de choses négatives considérées par tous comme contraires à l'ordre public, les divers crimes contre les personnes et contre les biens. Ainsi, le troisième aspect du modèle contractualiste, en plus de couple nation-citoyen et public-privé, était cette liste des particularités qui étaient protégées ou interdites par la loi publique à laquelle les citoyens égaux se soumettaient également. Alors que ces aspects proviennent des différences et des particularités et peuvent par conséquent sembler ressortir de la dimension privée, le contractualisme les ont néanmoins situés dans le royaume de l'universel, du public. C'était l'objectif des contractualistes de réduire cette liste des aspects privés reconnus comme publics à la portion congrue. Mais on ne pouvait pas postuler l'existence d'un monde public sans aucune reconnaissance de l'existence des différences entre individus. Appelons donc cette liste des différences et des particularités les particularités reconnues. Il s'agit des particularités privées et des différences traitées de droit comme des universaux par le système légal du domaine privé et donc intégrées aux universaux légaux de sphère politique publique. L'ontologie normative du libéralisme contractualiste ne s'intéressait guère aux institutions intermédiaires entre l'individu et la société. Pour la plupart des contractualistes, même la famille n'avait qu'une importance limitée dans une société libérale. Elle était seulement considérée comme une sorte de modèle primitif ou de microcosme de cette société. Quant aux autres institutions intermédiaires, elles ne suscitaient qu'une hostilité ouverte de la part des contractualistes. Après tout, c'était bien l'objectif de la Révolution française que de les détruire
et les auteurs du Fédéraliste condamnaient toute association d'acteurs politiques comme une faction, posant un danger. En théorie, pour les contractualistes, toutes les institutions intermédiaires relevaient du domaine privé et ne devaient être connues de l'État que si elles interféraient avec son fonctionnement ou dans l'égalité des citoyens. En pratique, bien entendu, un nombre important de ces structures intermédiaires héritées du passé existaient dans les sociétés légitimées par contractualisme. Par exemple, la famille, l'Église, les entreprises ou encore les associations. Les conséquences politiques de cet état de fait étaient considérables. En somme, l'ontologie normative fondamentale du libéralisme était composée de 4 éléments. Premièrement, une nation unifiée, des citoyens égaux les uns aux autres. Deuxièmement, la séparation des sphères publiques et privées, la sphère privée étant régie par des décisions légales publiquement validées. Troisièmement, l'établissement d'une liste de particularités reprouvées ou, à contraire, protégées, ces traits privés qui doivent être reconnus comme publics. Et enfin, quatrièmement, le fait que les institutions intermédiaires ne soient pas terrorisées, pas plus d'ailleurs que les solidarités internes, quelles qu'elles soient. Ces 4 éléments sont restés les fondements du standard normatif à l'aune duquel les sciences sociales évaluent la vie sociale. Une bonne société correspondait à ce modèle, une mauvaise y contrevenait. Au XIXe siècle, 3 défis fondamentaux ont menacé, et menacent encore, cet étalon. Il concerne la question de la particularité, celle de l'histoire et enfin celle de la différence. À la fin du XXe siècle, quand la mondialisation sera devenue un phénomène global, ces problèmes se poseront avec une acuité encore plus grande. Tout d'abord, le défi du particularisme. Le libéralisme contractualiste propose la vision d'une société d'êtres universels, dénués de qualités particulières. Ces êtres évoluent tantôt dans la sphère publique et politique, composée d'égaux, et tantôt dans la sphère privée, où l'inégalité et les différences entre individus règnent. Cette sphère est délibérément tenue dans l'ombre, mais on y intervient parfois lorsque ces différences s'accroissent au point de compromettre l'égalité entre citoyens dans l'espace public. Le statut normatif de cette particularité sociale privée est tout aussi obscur dans les sciences sociales contemporaines qu'il l'était chez les contractualistes de l'époque. Une telle particularité est éclipsée par des termes généraux comme inégalité ou exclusion. Ces termes très vagues peuvent désigner tout et n'importe quoi. Aussi bien le plafond de verre le plus élevé dans les entreprises les plus cotées que les horreurs de la vie quotidienne dans les ghettos états-uniens. Le contractualisme en tant qu'ontologie normative s'appuie donc sur 2 premiers piliers, la société et l'individu d'un côté, le public et le privé de l'autre. Mais la solidité théorique de ces piliers était assurée par le chaos du 3e pilier, qui fournit la liste de ce qui est protégé et de ce qui est interdit, les particularités reconnues. Cette liste sert de débarras pour les contractualistes. Ils y stockent tous les sujets qui, les 2 premiers concepts, société individu et public-privé, ne peuvent accueillir. Ajouter des gens ou des choses à cette liste, les enrayer, voilà ce qui constitue l'essentiel d'histoire politique concrète des grands États libéraux. La première chose à être protégée a été la position des biens matériels. Ensuite, une longue liste s'y est adjointe. Les catégories de gens, femmes, enfants, travailleurs, etc. Les types d'organisations, universités, églises, hôpitaux, et de groupes sociaux fondés sur une expérience partagée, la migration, ou sur des caractéristiques attribuées, la race, l'ethnicité. Toutes les personnes que nous venons d'énumérer ont fini par être protégées par l'État à titre public, la plupart du temps en tant que victimes. Paradoxalement, c'est le même argument qu'avaient utilisé les fédéralistes pour protéger les propriétaires qui couraient, à leurs yeux, le risque d'être victimes des assauts de la populace démocratique. Bien entendu, de nombreuses choses ont été écrites à propos de ce régime de particularité. C'est vrai pour la littérature féministe, postcoloniale, queer et d'autres corpus polémiques variés. Mais il me semble que même ces écrits s'inscrivent en grande partie dans la logique même du contractualisme.
Le seul but est de remanier cette liste de ceux qui sont protégés et les modalités de cette protection, ou de modifier la liste des éléments interdits et les modalités de cette interdiction. Mais il ne s'agit pas simplement de savoir qui ou quoi sera inscrit sur quelle liste. Le problème des particularités interroge le contractualisme de trois façons, celle-ci autrement plus importante. Premièrement, ces particularités sont en nature d'une variété déconcertante. Par exemple, il y a des particularités qui changent régulièrement, comme l'âge, et d'autres qui ne changent jamais, comme le sexe biologique. Il y a des particularités qui font l'objet, dans une certaine mesure, de choix, comme la profession ou le lieu de résidence, tandis que d'autres s'imposent aux individus, également dans une certaine mesure, comme la confession ou l'identité des parents. Certaines particularités sont définies de façon précise, comme la taille, tandis que d'autres sont ou peuvent être relativement floues, la race, l'ethnicité. On parle souvent de toutes ces choses en termes de forme de stratification, mais il ne faut pas perdre de vue leur grande diversité sous prétexte qu'ils occupent une place commune à la logique d'ontologie normative de contractualisme. Deuxièmement, chacun des individus et des groupes sociaux n'ont pas une seule, mais une myriade de particularités. En conséquent, la sphère privée du monde social est composée d'une imbrication déconcertante d'acteurs et de groupes sociaux liés les uns aux autres de multiples manières. Une femme n'est jamais uniquement femme. C'est aussi peut-être une personne de 35 ans, la fille de quelqu'un, une divorcée, une avocate, une alpiniste amatrice, une réfugiée, etc. Pas plus que n'importe quel autre acteur ou groupe social, cette femme ne se réduit pas à une seule de ces caractéristiques. Troisièmement, la plupart des types de particularités transcendent les frontières nationales, qui sont au cœur du concept contractualiste du monde social. Il en va ainsi des femmes, des personnes âgées, des noirs, des travailleurs. Aucun de ces groupes n'est purement national. C'est évident, mais nous y prêtons rarement attention. Pourtant, il serait sage de se souvenir que jusqu'au tout dernier moment de la mobilisation de 1914, on doutait sérieusement de la volonté réelle des travailleurs de prendre part à la guerre nationaliste des capitalistes. C'est donc pour ces trois raisons, la complexité, l'imbrication et l'internationalité, qu'il est déraisonnable de réfléchir à ces particularités en mobilisant simplement les concepts d'inclusion ou d'inégalité. Bien sûr, la société elle-même croit qu'elle possède des moyens suffisants pour la gestion de toutes ces particularités privées. Elle pense y arriver grâce aux moyens fournis par la théorie contractualiste, c'est-à-dire la législation et la loi. Et tout le monde croit que nos insuffisances proviennent de nos incapacités ou de nos efforts limités. Alors même qu'en fait, elles tirent l'origine de l'outil même qu'est la loi et des concepts d'inégalité et d'inclusion qui le sous-tendent. En effet, seul un petit nombre de chercheurs en sciences sociales voient la loi comme une solution aux problèmes sociaux posés par le régime des particularités. Pour des raisons sensiblement différentes, les chercheurs en sciences sociales, de droite comme de gauche, considèrent souvent la loi comme la cause plutôt que la solution des problèmes. Le répertoire normatif de ces chercheurs ne puise quasiment pas dans le domaine juridique. Cela est d'autant plus surprenant que dans la tradition juridique occidentale, la nature des valeurs humaines est un des objets d'investigation majeurs. Voilà pour le premier grand défi posé à l'ontologie normative du contractualisme, celui posé par la nature complexe de particularités. Le second grand défi est celui que pose l'histoire. La plupart de ces particularités complexes que nous venons de voir connaissent des évolutions variables au cours du temps. Les gens changent, les organisations évoluent, l'ethnicité se redéfinit, l'emploi prend de nouvelles formes. Tous ces changements peuvent avoir lieu lentement ou soudainement, graduellement ou brutalement. Sur une période de plusieurs décennies, néanmoins, ils se combinent et occasionnent des transformations considérables et très irrégulières. Et pourtant, nos approches normatives restent aveugles à l'importance de cette histoire. Lorsque les contractualistes imaginent un individu, ils l'imaginent vide. Aucun événement ne vient perturber le cours de sa vie.
Il ne change pas de travail, de religion, de configuration familiale. Lorsque les contractualistes s'imaginent une division privée du travail, celle-ci n'est pas empreinte d'une histoire kaléidoscopique. Toutes ces choses sont les objets de nombreuses études empiriques, de présupposés ontologiques différentes, mais elles ne sont pas reconnues dans l'ontologie normative du contractualisme. De plus, les contractualistes ne théorisent pas les institutions intermédiaires. Ils n'ont donc aucune idée de la manière de traiter de façon normative la complexité historique quand il s'agit d'églises, d'ethnicité ou de syndicats, par exemple. Encore une fois, tous ces éléments historiques sont présents dans nos écrits empiriques. Cependant, ils sont globalement absents d'un dispositif normatif que nous utilisons afin de juger le monde. Au niveau individuel, nous parlons encore d'inégalité ou d'inclusion comme si ces termes étaient des constats définitifs. En cela, nous ignorons le fait qu'une personne puisse se trouver à un moment de son existence dans une situation d'égalité ou d'inclusion et à un autre moment se trouver exclue ou dans une situation d'inégalité. À l'échelon de la société, quand nous parlons des aides que le gouvernement accorde aux immigrés, nous oublions que les immigrés d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et que les circuits d'immigration permanents peuvent devenir temporaires et vice-versa. L'historicité de notre ontologie normative crée aussi des problèmes au niveau international, comme le montre l'exemple de mondialisation. Le monde actuel n'est pas composé de nations stables, contractualistes, peuplées des citoyens. Bien plus de la moitié de la population mondiale a fait l'expérience au cours du XXe siècle d'un basculement total en termes de souveraineté. Des pays comme la Russie ou la Chine ont été témoins d'au moins 2 de ces basculements. En conséquence, de nos jours, les humains naissent généralement sous un type de souveraineté et meurent sous un autre. Les guerres, les interactions commerciales, les migrations et les empires ont contribué à affaiblir davantage les frontières nationales, aidés en cela par le développement des communications, des transports et de la mobilité. Historiquement, la notion même de notion-société, nous le savons, est à la dérive. Ainsi est-il étrange, lorsque nous jugeons de la justice ou de l'injustice sur notre planète, de prendre les représentations de contractualistes pour le mettre étalon. À cette objection, on répond bien entendu généralement que les États contractualistes constituent un idéal et que c'est une question de temps avant qu'ils ne se répandent aux 4 coins du globe. Finalement, les nations du monde deviendront les nations réelles que les contractualistes avaient prévues. Je ne veux pas m'empêcher de réagir à cette affirmation de la même façon dont j'ai réagi il y a 30 ans quand je lisais des centaines de travaux académiques sur la professionnalisation. Les auteurs de ces textes affirmaient que tous les métiers où l'expertise jouait un rôle important étaient sur la voie de professionnalisation, que tous y parviendraient, mais que certains n'avaient pas encore atteint ce stade. Mes conclusions étaient tout autres. L'histoire des professions est jonchée de professions mortes, en déclin, même des professions dans lesquelles il n'y avait soudainement plus d'emploi ou qui se désorganisaient. En somme, on retrouve au champ des professions toutes les contingences d'une histoire complexe. Il en ira de même avec les nations. L'idée de progrès ne nous dispense pas du devoir de créer une théorie générale de l'histoire et de la contingence, ni de créer une ontologie normative fondée sur la reconnaissance sans détour de ces contingences. Cette éventualité me conduit à un autre problème plus important. Ce troisième problème se produit lui aussi lorsque des sciences sociales dédiées à l'ontologie normative du libéralisme contractualiste sont confrontées à la mondialisation de leur discipline. Je dois ici ajouter une note personnelle. Comme la plupart des citoyens des nations fondées sur cet idéal, je pense moi-même que le libéralisme contractualiste est une des grandes réussites conceptuelles et morales de la civilisation. Bien que rarement réalisé en pratique, c'est pour moi un bel idéal. Mais il n'en reste pas moins que des milliards de gens dans le monde ne vivent pas au sein des sociétés contractualistes libérales et que beaucoup d'entre eux verraient d'un très mauvais œil
ou considérer comme diabolique un glissement vers ce type de société. Nous serions bien naïfs d'imaginer que ces milliards de gens sont prêts à abandonner leurs croyances non libérales et se jetteraient tout de go dans le monde libéral de l'Occident moderne si on leur présentait la possibilité de faire un tel choix rationnel. Durant l'âge d'or des études sur la modernisation, quand j'étais étudiant, je connaissais un grand nombre de ces optimistes naïfs. Ces 50 dernières années ont montré qu'ils avaient tort sur toute la ligne. Assurément, le monde s'est développé. Assurément, les économies nationales sont devenues encore plus imbriquées les unes aux autres et encore plus libérales, au sens du 19e siècle, sinon du 18e. Mais ces pays se sont-ils rapprochés du modèle libéral contractualiste? Non. Nous n'avons fait que surimposer les formes du libéralisme contractualiste à des sociétés, des empires et des civilisations qui fondamentalement sont illibéraux. Et 6 milliards de gens que je viens de mentionner ne sont pas que des individus isolés. Souvent, ils appartiennent à des États importants et puissants et ont des chefs religieux solides. Souvent aussi, leur histoire, parfois illibérale à l'extrême, est aussi longue, voire plus longue que l'histoire de l'Occident. Plus important encore, ils ne voient pas forcément le monde, y compris le monde libéral, comme étant représentatif des théories libérales. Souvent, ils le voient comme quelque chose de tout autre. Leur conception de la nature humaine, des comportements humains et des objectifs de l'humanité sont fondamentalement différentes des nôtres. Les sciences sociales à l'échelle mondiale doivent accepter de ne plus voir le reste du monde comme un simple résidu des métropoles vertueuses. Elles doivent reconnaître que ces sociétés, et dans certains cas ce ne sont pas que des sociétés mais des civilisations tout entières, n'accordent pas de l'importance aux mêmes choses que l'Occident. De là, leur imposer de façon inconsidérée les croyances libérales de l'Occident est une attitude aussi impérialiste que stupide. Les chercheurs en sciences sociales du passé, les anthropologues en premier lieu, en étaient d'ailleurs bien conscients. Ils avaient mis de côté l'universalisme, car ils avaient une connaissance de première main des problèmes pragmatiques qui se posent à rencontrer et gouverner des empires inconnus. Assurément, on peut considérer que leurs travaux sont pris dans les ontologies normatives de l'Occident. C'est l'avis de nombreux partisans des études postcoloniales. Mais ces mêmes théoriciens postcoloniaux, de façon assez paradoxale, se sont grandement appuyés sur les mêmes notions contractualistes que le corpus normatif dominant en sciences sociales. C'est très clair quand ils emploient eux-mêmes les notions de nation, souveraineté, citoyen, société domestique, etc. En réalité, le sens profond du message concrètement véhiculé par les sciences sociales qui étudiaient les empires avant les années 70 était tout autre. En fin de compte, on est arrivé aux croyances que c'est une impossibilité que d'imposer un régime politique libéral sur un vaste groupe social préexistant et composé des gens très différents. Malheureusement, ces travaux portant sur la profonde importance des différences culturelles n'ont pas engendré une politique qui leur soit cohérente. En fait, le concept même de différence culturelle, après 1980, a été apprivoisé pour devenir une sorte d'excroissance limitée de la même vieille et limitée ontologie normative du libéralisme. En somme, la pensée normative de la totalité des sciences sociales, ou presque, est sous-tendue par le libéralisme contractualiste. Cet héritage est important, et ce, quelle que soit la diversité apparente de ces disciplines. Ce schéma influence la façon dont la plupart des chercheurs occidentaux, qu'ils soient économistes néoclassiques, sociologues ou marxistes, jugent le monde social, tout à la fois le leur et celui des autres. Ils utilisent les mêmes termes génériques d'inégalité ou d'inclusion pour cacher une centaine de particularités différentes. Ils font fi des évolutions historiques qui affectent les individus et les sociétés. Ils font fi également des différences importantes qui font que des milliards de gens dans le monde pensent que le libéralisme contractualiste n'est qu'une idéologie ou même un mal absolu. Toutes ces limites font qu'il nous faut une nouvelle ontologie normative. Celle-ci doit prendre acte de l'historicité de l'expérience humaine.
Précisément, elle doit accepter le fait que la plupart des humains peuvent s'attendre, au cours de leur vie, à être témoins de transformations majeures en termes de souveraineté, de citoyenneté, d'ethnicité et de marché d'emploi. Cette ontologie normative doit aussi admettre que des milliards de gens dans le monde refusent la théorie normative du contractualisme libéral. Ces gens peuvent très bien croire en un monde peuplé d'individus particuliers et non d'êtres universels. Ils peuvent aussi très bien croire en une sorte de réalité universelle qui, pour les habitants des nations fondées sur le contractualisme, semble être un système culturel très particulier, généralement une religion. Et pourtant, nous voulons en même temps qu'une nouvelle ontologie normative conserve les atouts reconnus du contractualisme. La façon dont il combine uniformité et tolérance, sa capacité à épouser les différences, cette propension à valoriser des biens universels comme la sûreté des individus. Que cela soit clair, en aucune façon je ne souhaite le remplacement total de l'ontologie normative du contractualisme. Je plaide en fait vivement pour sa complexification. Cette tâche est ardue et l'on le comprend bien à la lecture de la pensée sociale émanant des auteurs du monde non métropolitain tout au long du XXe siècle. Certains d'entre eux furent pacifistes, d'autres admettaient la violence. Certains voyaient l'impérialisme d'un bon œil, d'autres l'avaient en horreur. Dans les métropoles, certains auraient été considérés comme totalitaires, qu'ils soient communistes ou partisans d'États religieux. D'autres étaient des libéraux classiques dans l'acception occidentale. Certains voyaient la religion comme appartenant au domaine privé ou comme un dangereux poison, d'autres comme le principe ordonnant la société publique. Certains étaient fascinés par la pureté raciale, d'autres par le métissage. Bien qu'une telle diversité ait également été caractéristique de l'Occident à certaines époques, les récents travaux en sciences sociales sont assez univoques sur ces sujets. Ils rejettent la plupart des points de vue que nous venons d'énumérer, qui proviennent d'un espace discursif autre et encore plus divers que celui des sciences sociales de l'Occident. Chez les auteurs de ces espaces, le libéralisme normatif que veulent imposer les pouvoirs de la métropole occidentale ne va pas de soi et ne fait pas consensus. La métropole et ses normes libérales ne représentent pour eux qu'une seule possibilité parmi l'éventail d'idéaux disponibles pour l'humanité. L'histoire, quelle qu'ils la conçoivent, n'est pas un processus massif dont l'apogée est la démocratie libérale. Nombre d'entre eux croient en une religion ou en un système social organisé selon des règles qui lui sont propres, au sujet des particularités individuelles, des hiérarchies sociales, etc. En règle générale, ils sont les porte-voix de groupes très étendus et importants dans la société qui comptent parmi les sociétés les plus vastes du monde. Une ontologie normative qui aurait du sens pour une telle diversité d'auteurs requiert, à mon avis, un certain nombre d'éléments. Premièrement, elle doit combler la distance qui existe entre l'individu et la société en formalisant une théorie des structures intermédiaires. Cela ne veut pas dire qu'elle devra mettre en place des structures ad hoc pour les associations, les églises ou autres, dans une sorte d'énorme opération de planification. Cela ne veut pas non plus dire que cette ontologie sélectionnera de nouvelles institutions pour combler le vide laissé par l'Église ou la famille, comme chez Durkheim. Ce dernier appelait en effet de ses vœux la constitution d'associations pour chaque corps de métier. Mais cet appel est rapidement devenu obsolète en raison des transformations historiques incessantes et inhérentes aux activités modernes que le père fondateur de la sociologie française n'avait pas anticipées. Une ontologie normative de structures intermédiaires doit être premièrement une théorie de la morale des changements de telles structures intermédiaires. Il ne s'agit pas de faire une théorie des causes intermédiaires et de leur rôle intégrateur, comme le proposait Durkheim, mais bien une théorie morale des processus qui voit les individus changer d'emploi, d'activité ou de compétences. Au niveau des groupes, nous n'avons pas besoin d'une compréhension normative de la préservation de telle ou telle profession, mais bien plutôt une compréhension normative de la manière dont les professions et leurs associations peuvent avoir des trajectoires morales justes,
quand elle traverse les inévitables changements de qualification, de tâches et de personnel. Et peut-être même nous faut-il une compréhension morale de ce qu'est la mort ou la fusion des professions. Cette théorie morale doit aussi aborder la question de la diversité des types d'inégalités. Une telle ontologie devrait produire un contrat social pour chacune des catégories des différences internes. Une analyse morale pour les différences muables versus un autre pour les différences immuables. Un pour les différences exclusives versus un autre pour les différences imbriquées. Un pour les particularités choisies, un autre pour les particularités imposées. Il nous faut produire une théorie normative sérieuse qui traite des types de particularités dans la société. D'ailleurs, il faut aussi réfléchir à la manière de concevoir l'individu à l'intersection de plusieurs particularités, et non plus comme un être vide sans contenu, ou, comme dans la plupart des théories de l'émancipation d'aujourd'hui, comme un être doué d'une particularité seule. En somme, une nouvelle ontologie normative doit avant tout être l'incarnation d'une véritable théorie des particularités. Deuxièmement, il faut réinscrire dans leur historicité cette masse de structures intermédiaires et la masse d'individus dont les vies sont imbriquées. Comment définir une vie juste ou égalitaire ou bonne, non pas au temps T, mais sur l'ensemble de cette vie? Une vie est une série de résultats qui interviennent dans un ordre donné. Qui doit avoir droit à quel bénéfice et à quel moment dans la vie? Est-ce qu'il y a des trajectoires de vie qui sont justes ou injustes? Ces questions peuvent se poser pour des groupes, mais aussi pour des personnes. Il est évident que toutes ces réflexions doivent être diachroniques. Il nous faut en effet établir des critères sur les modalités des changements, pas sur les résultats finaux de ces changements. Tout simplement parce qu'une théorie sérieuse du processus social doit accepter qu'il n'y ait pas de résultat final, pas d'aboutissement. Le processus social ne cesse de continuer, tout simplement. Mon propos n'est pas de dire que cette éthique exclut toute idée d'absolu. En réalité, l'absolu doit concerner le processus même de transformation et ses résultats particuliers. Il nous faut imaginer un ensemble de règles à propos du changement et que ces règles puissent engendrer un processus idéal pour l'humanité tout entière, et nous pouvons sans doute fixer des idéaux concrets et absolus. Par exemple, que ce processus ne conduise jamais à une extermination de masse. Mais nous devons avant tout réfléchir à un idéal de dynamique globale, plutôt qu'à un idéal au contenu spécifique. Peut-être que ce processus social devrait maintenir un grand nombre de sociétés de types très différents. Peut-être qu'il devrait permettre aux individus de vivre un grand nombre d'histoires au cours de leur vie. Peut-être que ce processus devrait nous enseigner la façon de changer intelligemment et à bon escient. Bien évidemment, il est désormais clair qu'une ontologie normative qui nous permette d'affronter le problème qui se pose à nous doit être processuelle. Si nous ne pouvons définir clairement les objectifs ultimes du processus social, mais que nous souhaitons tout de même l'améliorer d'une façon ou d'une autre, il n'y a alors qu'une seule stratégie viable: élaborer sur le plan normatif des règles de transformation qui puissent, dans le présent, s'appliquer au processus social. Ces règles doivent, sur le long cours, pouvoir servir de guide aux errances durables du processus social, selon des modalités que nous jugeons bonnes du point de vue normatif. Par le passé, nous n'avons généralement envisagé que deux de ces règles générales de transformation. La première était l'idée de progrès. D'un point de vue prospectif, cette idée entraîne que chaque génération projette ses désirs sur toutes les générations à venir. D'un point de vue rétrospectif, cette idée a consisté à décider après coup que l'événement allait, d'une façon ou d'une autre, dans le sens de progrès. La deuxième règle de transformation qui est généralement envisagée correspond au concept de cyclicité, qui nous vient d'Ibn Khaldun et de Johann Gottfried Herder. C'est une manière de penser le cours de vie des groupes et des sociétés aussi bien que des individus. Au début vient l'essor, toujours suivi de l'inéluctable chute.
Malgré tout, nous sommes tout à fait en capacité de concevoir d'autres trajectoires globales qui pourraient emprunter la société du globe, et nous devrions nous y atteler. Car un monde où tout ressemblerait au paradis exact promis par le capitalisme de consommation n'aurait clairement pas de sens. En clair, il est urgent que les chercheurs en sciences sociales développent une théorie normative. Bien entendu, je crois que celle-ci doit être processuelle, car elle doit nous emmener plus loin que l'anesthérisme simpliste constitutif de notre ontologie normative actuelle. On pourrait affirmer que nous pourrions échapper à cette tâche et ne faire que des études empiriques. On aurait tort. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut jamais échapper à la normativité des sciences sociales. Elles sont normatives de principe. J'aimerais, pour terminer cette analyse, évoquer à nouveau le cas de Marc Bloch. L'héritage du libéralisme politique comme mode de gouvernement est prodigieux, mais le décès de Marc Bloch est précisément à mettre au compte d'une société dont les bases théoriques reposaient sur le contractualisme libéral et qui obéissait à une législation fondée en droit légitime. Or, cette même société a voté sa propre fin, le 23 mars 1933. Tous les récits empiriques de cet événement néfaste font appel à la complexité de la société européenne, à ses particularités et à son historicité. Et pourtant, l'ontologie normative de base de nos sciences sociales n'est pas vraiment outillée pour traiter de cette complexité. En ce qui concerne le contractualisme, ce vote au Reichstag a tout simplement mis fin à un contrat social spécifique et a renvoyé les Allemands de ce temps-là vivre par la même occasion dans le chapitre 13 du Léviathan de Hobbes, où la vie de l'homme est solitaire, indigente, animale et brève. Mais ça, nous le savions déjà, sans aucune analyse contractualiste. Ce qu'il nous faut, c'est une ontologie sociale normative qui réponde à deux conditions. Elle doit nous permettre d'imaginer un processus social régi de façon normative. Ce processus doit pouvoir comprendre et même contrôler le changement perpétuel de la société, ainsi que les divergences fondamentales en termes de valeurs. Voilà la condition la première d'une nouvelle ontologie morale. La seconde condition est encore plus importante. Cette ontologie doit nous interdire de nous égarer à nouveau dans les ténèbres qui ont pris Marc Bloch et tant d'autres. Merci.